Donc, table ronde sur la déficience visuelle et les études supérieures. Donc, 3 personnes m'ont rejoint sur la scène. Juste à côté de moi, donc, Salomé Nached, qui est doctorante en biologie cellulaire. À côté de Salomé Nached, Juliette Chiapello, qui est responsable de l'animation et du développement pour BLB étudiants, la section étudiante de l'association APIDV. Et enfin, pour finir, Xavier Kernin, qui est responsable de la mission handicap des universités Unilassal. Donc on va commencer, je vais faire passer le micro à ces 3 personnes pour qu'elles se présentent les unes à la suite de l'autre. Et je vais commencer par Salomé Nached, qui est juste à côté de moi. Je vais vous tendre mon micro. Bonjour à tous, moi je m'appelle Salomé, j'ai 27 ans et je suis quasiment non-voyante depuis la naissance. Je suis actuellement doctorante en biologie, donc c'est apprentie chercheuse en fait dans un laboratoire de recherche. Et du coup je vais vous présenter rapidement mon parcours. J'ai fait une grande partie de ma scolarité en inclusion dans le collège-lycée Victor Duruy, qui se trouve pas très loin d'ici, mais j'ai été suivie par l'Institut national des jeunes aveugles qui m'aidait un petit peu pour, par exemple, les transcriptions des contrôles et ce genre de choses. Déjà en inclusion, j'ai dû mettre en place des stratégies pour pouvoir compenser le fait que c'était pas toujours facile de suivre en cours. Et en fait, depuis très jeune, moi j'ai toujours été passionnée par les sciences et particulièrement la biologie. Et pourtant, la biologie, c'est vraiment une science qui n'est pas facilement accessible parce qu'il y a beaucoup de dessins, de graphiques, de dissections, de travaux pratiques, enfin de choses comme ça. Mais arrivé à la fin de mon année de terminale, je me suis dit que c'était quand même important d'essayer de faire ce qu'on aime et que de toute façon, si j'essayais pas, je pourrais pas savoir si c'est possible ou non de faire de la biologie quand on voit pas. Donc je me suis inscrite en licence de sciences du vivant à Sorbonne Université. Et je suis arrivée dans une université où c'était pas simple parce qu'au relais handicap santé, à ce moment-là, il y avait personne qui connaissait ni le braille ni le relief. Donc il a fallu très rapidement essayer de déjà travailler en groupe pour me faire décrire les schémas, les graphiques. Et il a fallu aussi être assez réactive, aller voir les enseignants, leur demander de me redécrire des choses, de me dessiner avec mon doigt ou bien dans la paume de ma main les dessins qu'ils avaient fait précédemment au tableau ou qu'ils avaient décrits qui étaient sur leur PowerPoint. Et j'ai quand même fini par avoir ma licence et je me suis inscrite en master de biologie moléculaire et cellulaire. Donc c'est vraiment la biologie à l'échelle de la cellule où pareil, il fallait adapter les cours au jour le jour en utilisant un peu tout et n'importe quoi, du papier Dicem pour dessiner en relief, de la pâte à modeler, des Lego. Et toujours travailler en groupe, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et en fait, arrivé en master, il fallait faire un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche. Et à ce moment-là, ne pouvant pas faire d'expérience, j'ai commencé à me former à ce qu'on appelle la bioinformatique. Donc c'est l'utilisation de l'informatique pour analyser des données biologiques. Donc en utilisant des forums, des tutoriels, j'ai commencé à apprendre la programmation dans un langage qui s'appelle R, qui est très utilisé en sciences. Et en connectant une plage braille à mon ordinateur, je pouvais écrire des petits programmes informatiques qui permettaient d'analyser des données biologiques. Et du coup, j'ai eu mon master et j'ai décidé de continuer en doctorat. Donc le doctorat, c'est pendant 3 ans, on travaille sur un projet de recherche dans un laboratoire pour devenir chercheur. Et actuellement, je suis en dernière année de thèse. Et très rapidement, mon sujet, c'est d'étudier les protéines qui sont produites dans la cellule et d'essayer de comprendre comment elles sont envoyées dans les différents compartiments de la cellule. Voilà. Okay. C'est Juliette Chiapello. Je travaille à l'association APIDV, plus exactement au pôle étudiant de l'association APIDV qui s'appelle BLB étudiant, BLB pour baisser les barrières. Je suis chargée d'animation et de développement de cette section. Et en fait, ce qu'on fait pour les étudiants, on fait de l'adaptation de livres et de tout support de cours dont ils ont besoin pour suivre leurs études. On les aide aussi à chercher des stages et alternances, c'est-à-dire qu'on fait du support pour les CV, la lettre de motivation,
pour préparer l'entretien d'embauche, etc. Voilà, et on organise aussi des événements. En fait, on fait en sorte que les étudiants puissent former une sorte de communauté entre eux, c'est-à-dire on les met en contact, on fait en sorte de créer des temps d'échange pour qu'ils puissent se sentir moins isolés dans leur faculté, dans les problèmes qu'ils peuvent rencontrer d'accessibilité par exemple. Voilà, donc on fait en sorte d'être le pont entre ces étudiants. Et après, sur moi plus personnellement, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis arrivée assez récemment à l'association. Ça fait 1 an que j'y suis. Et avant ça, j'ai fait de longues études. Et ce qui me permet de comprendre d'autant plus l'importance que peuvent jouer les études dans le développement d'une personne et l'expérience que ça peut d'étudiante qui est importante et qui mérite d'être vécue et je comprends d'autant plus du coup l'importance de l'accessibilité pour les étudiants déficients visuels et qui puissent avoir droit à cette expérience eux aussi, qui puissent en tirer toutes les richesses possibles. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Xavier Carnin, je suis chargé de mission handicap de l'école d'ingénieurs Unilassal, qui est un grand groupe qui a 4 campus à Beauvais, Rennes, Rouen et Amiens. Et ce sont des métiers, des formations dans les métiers, dans les filières de l'agronomie, agro-industrie, l'agroalimentaire, des géosciences, la géologie, le numérique, les énergies nouvelles et les métiers de l'environnement. Et on a aussi, depuis septembre, la première école de vétérinaire privée associative qui est ouverte à Rouen. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Donc ça fait 12 ans que je suis responsable de cette mission handicap, bientôt 12 ans. Nous accompagnons actuellement 270 ou 275 étudiants en situation de handicap sur l'ensemble de nos campus, dont quelques-uns qui sont qui ont une déficience visuelle. Et nous mettons en place, je pense qu'on en parlera par la suite, des aménagements, mais aussi bien au niveau de l'académique, l'accès aux cours, les examens, les TP, etc. Mais aussi, on travaille sur l'accessibilité des stages. On a des entreprises partenaires, justement, qui nous aident à trouver des stages et qui aident des étudiants à trouver des stages. Et j'en cite une qui est là aujourd'hui, qui est Total Energy, qui est partenaire depuis le début de la mission handicap d'Unilassal. Et puis on travaille beaucoup sur l'accessibilité de la vie sociale étudiante, le sport, la mobilité internationale, je reviendrai dessus. Et voilà. Et puis alors, donc, les liens avec l'INJA datent d'il y a maintenant 3 ans, parce que nous avons accueilli une première étudiante qui est une ancienne élève et qui est aujourd'hui donc en 3e année de formation d'ingénieur dans les métiers de l'environnement et qui est aussi en apprentissage chez Sodexo depuis janvier. Et voilà, ce qui nous a permis aussi avec elle de travailler sur l'accessibilité de nos supports pédagogiques. Et là, j'en ai apporté un qui a été réalisé grâce à l'aide de l'APIDV. Voilà, là, c'est des schémas sur si je ne me trompe pas, c'est sur la physiologie digestive animale, donc des coqs, vaches, cochons, etc. Voilà, on a travaillé sur l'accessibilité de tous ces documents, ce qui permet de rendre accessibles nos filières. Je suis aussi également co-responsable du groupe handicap à la conférence des grandes écoles, donc qui regroupe les référents handicap des 230 grandes écoles de France. Et puis à ce niveau-là, je suis aussi responsable représentant de la conférence des grandes écoles au niveau du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et on a réalisé aussi un travail, on a un plaidoyer depuis 6 ans avec la conférence des grandes écoles sur l'accès à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, et qui est aussi porté avec, par exemple, les associations Unir Transition et 100% Dynamique, que vous connaissez sans doute, qui est aussi très en lien avec l'APIDV et puis l'INJA. Voilà. Merci beaucoup Xavier. En fait, dans cette table ronde, ce qu'on va essayer de vous transmettre, c'est beaucoup de choses pratiques, parce que les chiffres, vous les avez entendus précédemment avec Bruno Gendron et l'étude Homer. Et effectivement, nous, ce qu'on va essayer de partager avec vous, c'est plus pas forcément des bonnes pratiques ou des conseils, ou en tout cas l'envie de
de vous projeter sur des études supérieures, que ce soit universitaires ou autres. Et donc, en fait, pour commencer, du coup, je voulais avoir votre avis à tous les trois sur la première étape, puisque là, on parle à un public qui est plutôt dans le secondaire. Donc, comment on se projette et comment on choisit de passer soit à l'université, soit sur des études supérieures ou une formation professionnelle. Et je vais commencer par Salomé, qui est juste à côté de moi, puisque Salomé Nached, vous l'avez vécu finalement assez récemment, ce genre de choix. Et même si vous avez déjà un petit peu évoqué le sujet pendant votre présentation, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes projeté dans ces études. Je vous tends un micro, voici. Moi, je pense que c'est important de faire déjà des études qui nous plaisent, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé dans les moments où justement il y avait des problèmes d'accessibilité ou des difficultés autres, de me dire que au moins je me battais pour quelque chose que j'aime, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important de faire des études qui nous plaisent. Et quant au choix précisément de ce qu'on fait après, est-ce qu'il faut aller dans telle ou telle université ou dans telle et telle école, je pense que c'est important de se rapprocher des différents relais handicap santé ou services en charge du handicap pour essayer déjà de discuter avec eux, de présenter son projet et de savoir ce qui est faisable ou pas. Vous avez quelques conseils à donner, quelques idées sur le choix des études, sur les possibilités qui sont offertes? Comme Salomé, je dirais d'abord suivre son cœur et de ne pas se limiter, choisir vraiment ce qui peut plaire et ensuite effectivement contacter les différents relais missions handicap des universités, des écoles pour se présenter et pour un peu évaluer leur degré d'investissement auprès des étudiants en situation de handicap, parce qu'on le sait maintenant que ça peut être très variable malheureusement encore entre les écoles et les universités, le temps et l'investissement qui est consacré aux étudiants en situation de handicap. Donc il est important de se renseigner en amont, donc de voir ça avec les missions handicap ou avec des élèves ou des anciens ou aussi des anciens élèves. Si vous connaissez si vous connaissez des étudiants déficients visuels qui sont dans certaines universités, demandez ou écoles, demandez-leur comment ils sont suivis, comment ça se passe pour eux, est-ce que c'est une grosse charge mentale pour eux ou pas d'éventuellement compenser ce qui n'est pas fait par la mission handicap. C'est des choses à prendre en compte. Je dirais aussi de prendre en compte alors c'est tout bête, mais la distance par exemple entre votre logement ou futur logement et l'école ou l'université, mine de rien, c'est à prendre en compte, parce que ça fait partie aussi des choses qui peuvent peser ensuite, qui peuvent être fatigantes. En fait, il faut faire le maximum pour pouvoir se concentrer ensuite sur les études une fois qu'on commence notre cursus. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Merci Juliette. Et vous, Xavier, donc, en tant que responsable de mission handicap, comment est-ce qu'on vous sollicite pour choisir Oui, alors je pense que Salomé a aussi donné les bons conseils, c'est-à-dire vraiment c'est déjà suivre la formation, et ce que vous avez dit aussi, si la formation, le domaine qui vous intéresse, parce que alors sans rentrer dans un débat politique, mais comme on va bientôt apprendre pour 44 ans de vie professionnelle, donc de cotisation. Donc il faut que ce soit un métier qui vous intéresse. En effet. Et donc c'est important, parce que c'est là où vous allez vous épanouir. Donc ça c'était pas un petit job, mais c'est une réalité. Et parfois, oui, ça amène à devoir essuyer des plâtres aussi dans certaines filières. Voilà, il y a 3 ans, on a donc des premiers étudiants dans les filières plutôt agronomie, environnement, etc. Et c'était les premiers en France, donc on a dû essuyer les plâtres. Mais dans ces cas-là, nous, référents handicap, on s'entoure de l'aide d'associations comme l'APIDV qui ont pu nous expliquer comment. Et puis et Ninja aussi, avec qui on avait beaucoup travaillé,
qui nous explique quels sont les aménagements à mettre en place, comment ça fonctionne, etc. Et donc c'est là où on va avancer avec l'étudiant, etc. Alors, l'autre point qui est important, c'est d'anticiper, c'est-à-dire surtout choisissez bien les filières que vous allez suivre au lycée pour ne pas être bloqué au moment du choix des études supérieures, c'est-à-dire que ne mettez pas de côté telle ou telle filière parce que vous la trouvez plus difficile, etc. Si vous voulez aller dans les sciences, surtout pas supprimer une des filières, soit SVT, physique ou maths, etc., de la mettre de côté parce que vous en aurez besoin dans le supérieur. Et la même chose pour les langues, etc. Il faut éviter d'être dispensé d'une langue, et surtout de l'anglais, pour être sûr de pouvoir aller dans le supérieur. Et puis anticiper en allant sur les campus en amont, dès la seconde, visiter lors des journées portes ouvertes, visiter les sites, rencontrer les enseignants, rencontrer les étudiants, voir si vous vous sentez bien sur ces campus. C'est déjà important, ne serait-ce que de se sentir bien, surtout quand on a une situation de handicap, c'est important. Et bien accueilli aussi. Et puis aussi rencontrer les référents handicap. Alors je vais être un peu cash. Une école ou un établissement dans lequel vous allez et qui est incapable de vous indiquer le nom du référent handicap, etc., même si c'est obligatoire depuis 2005, n'y allez pas. N'y allez pas, vous n'allez pas le trouver pendant les 5 années à venir, donc n'y allez pas, choisissez un autre établissement, etc. Voilà, faut vraiment que vous puissiez le rencontrer, ou en tout cas qu'on puisse vous donner les coordonnées de ce référent lors des journées portes ouvertes. Voilà, c'est vraiment anticiper dès la seconde, au niveau académique et au niveau projection dans tel ou tel type d'établissement en les visitant. Merci Xavier. D'ailleurs, je constate que vous hochez la tête, Salomé, juste à côté de moi. Et effectivement, comme vous êtes passé par ce genre de situation, je ne sais pas, vous avez peut-être, vous avez certainement une expérience intéressante à nous raconter par rapport à ce genre de situation. Vous êtes passé par quelle université? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça m'a échappé. Alors moi en fait quand je me suis inscrite à l'université, j'avais pas forcément conscience de ça, justement du fait qu'il faut en voir plusieurs et comparer un peu les missions handicap. Et du coup je me suis inscrite à Sorbonne Université, mais à ce moment-là ça s'appelait encore l'université Pierre et Marie Curie, qui a maintenant fusionné avec Sorbonne. Et donc c'est Paris 6. Et alors, ils se sont améliorés beaucoup depuis. Mais au moment où je me suis inscrite, effectivement, il n'y avait vraiment aucun référent handicap de la déficience visuelle. Donc, personne qui connaissait ni le braille, ni le relief. Et j'en avais pas conscience, en fait. Quand je suis allée les voir en terminale, j'ai pas posé les bonnes questions. Donc, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de discuter avec eux et de savoir s'ils ont les moyens d'aider. Oui, parce qu'en fait, tout réside dans le fait d'avoir la possibilité d'avoir des adaptations sur les cours, sur les ouvrages, éventuellement. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai choisi une filière vraiment difficile où, de toute façon, peu importe l'université où j'aurais été, je pense que j'aurais été confrontée à certaines difficultés. Mais je pense que c'est quand même important. Je pense qu'il y a des missions handicap qui sont peut-être plus équipées que d'autres. Et c'est important de prendre le temps de savoir laquelle est la plus équipée. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, on sait qu'on peut choisir toutes les filières, comme l'ont expliqué nos différents intervenants, et surtout une filière qui nous plaît, qui vous plaît en général. On va passer plutôt à un côté un petit peu pratique, même si vous en avez déjà parlé pendant la première partie de cette table ronde. C'est comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on anticipe tout ça, est-ce que vous voyez un calendrier éventuellement pour... par exemple, tout à l'heure, Xavier Carmien, vous parliez dès la seconde, visiter les campus. Effectivement, ça... je ne sais pas si vous avez tous alors soit partagé votre expérience pour vous, Salomé, ou d'autres conseils quand vous êtes inscrit en fac. Qu'est-ce qui vous semblerait important de mettre en avant pour les futurs bacheliers, les futurs étudiants? Je pense qu'effectivement, dès l'arrivée au lycée, il faut commencer un peu à se poser la question, même si c'est vrai que ça peut paraître prématuré de se demander déjà dès la seconde ce qu'on va faire après le bac. Mais en tout cas, d'expérience, je sais que plus on anticipe, mieux c'est.
Et au-delà d'aller rencontrer les missions handicap, de aussi se renseigner sur toutes les démarches administratives, par exemple pour s'inscrire au Crous, l'organisme qui aide les étudiants, qui donne les bourses, qui donne les logements et tout ça. Je pense que c'est vraiment très important en tant que déficient visuel de maîtriser parfaitement son outil de travail avant d'arriver à l'université. Par exemple, moi j'ai fait toutes les bêtises, hein. Mais par exemple, je ne savais pas bien utiliser ma plage braille avant d'arriver à l'université, du coup j'ai dû apprendre sur le tas. Et ça, c'est pas une bonne idée en fait. Il faut vraiment, si on est brailliste, il faut maîtriser sa plage braille et sa synthèse vocale. Et si on travaille en agrandi, pareil, il faut bien anticiper ça, je pense. C'est vraiment important de maîtriser son outil de travail pour pas cumuler du retard lié à juste à ça, quoi. Et oui. Du coup, je pense que c'est important de connaître son outil de travail et important aussi de faire des démarches pour ça parce que quand on est à l'INJA nous prête du matériel informatique, par exemple. Mais arrivé à l'université, il y a quand même un temps de latence entre le temps où on arrive et le temps où la mission handicap peut financer du matériel. Donc, moi, par exemple, j'avais contacté la MDPH de mon département pour demander un financement de matériel informatique. Pour permettre d'assurer cette transition. Donc je pense que l'outil de travail, c'est hyper important. Merci. Merci, je rejoins Salomé. C'est vraiment très important de maîtriser ces outils avant de commencer les études. Ça fera gagner énormément de temps et c'est une charge mentale, encore une fois, en moins. Ça nous est même d'arriver de dire aux étudiants, même si vous devez limite prendre une année sabbatique pour avoir le temps de maîtriser vos outils, prenez-la parce que il y a énormément de un gros morceau du travail sera déjà fait rien qu'en sachant maîtriser ces outils. Donc ça c'est un très bon conseil. Ensuite nous, ce qu'on dit aussi aux étudiants, c'est d'être au cours, avant la rentrée scolaire, c'est de se renseigner sur leurs droits, ce dont ils sont en droit de demander à la mission handicap. Par exemple, le gouvernement publie avant la rentrée le guide de la rentrée étudiante et dedans, il y a des exemples d'aménagements qui peuvent être demandés à la mission handicap. Alors, j'insiste sur le mot exemple. Toutes les missions handicap ne sont pas en mesure de les fournir, et puis ça dépend vraiment des étudiants. Mais ça peut donner une idée de ce qui peut être demandé à la rentrée. Donc se renseigner sur ses droits, se renseigner, comme disait Salomé, sur ce qui peut être autour, comme le Crous. Pareil, sur Internet, on peut aller sur unjeune-une-solution.fr pour trouver les types d'aides auxquelles on peut avoir droit. On peut se prendre tous les renseignements sur ce site en amont. Et donc il y a plein d'informations sur le site du ministère de l'enseignement supérieur. Quoi d'autre alors là, c'est vraiment, encore une fois, vraiment avant la rentrée, c'est pas autant en amont que ce que disait Gaby tout à l'heure par rapport aux journées portes ouvertes en seconde, etc. Moi, c'est vraiment ce dont je parle, c'est plus l'été avant, par exemple, une fois qu'on connaît son université, on va directement envoyer un mail à la mission handicap pour se présenter, avoir moins d'angoisse, moins d'appréhension du fait d'aller les voir à la rentrée. Et on peut aussi aller jusqu'à envoyer un mail au professeur qu'on va avoir pour se présenter en amont et être moins stressé au moment d'aller se présenter en physique pour pouvoir anticiper les choses et se renseigner, faire des demandes, etc. Et d'ailleurs, quand je parle des demandes, et quand je parle des exemples d'aménagements qui peuvent être donnés, ce qu'on dit aussi, c'est n'hésitez pas à demander tout le maximum, et ensuite vous verrez ce qui peut être donné ou pas, mais n'hésitez pas à faire savoir vos besoins et demander à être aidé au maximum.
Et voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant que les aménagements puissent être mis en place par la mission handicap, une chose à faire aussi à la rentrée, c'est d'aller voir la médecine préventive. C'est eux en fait qui donneront un certificat et qui donneront, qui listeront les possibles les aménagements, et qu'ensuite ça sera un peu la feuille de route pour la mission handicap et pour les professeurs, etc. Donc la première étape, c'est la médecine préventive. Voilà. C'est la médecine préventive pour les universités. Et pour les grandes écoles, elles ont rarement d'accès à la médecine universitaire, mais par contre maintenant il y a un décret qui est passé sur la portabilité des aménagements du bac vers le supérieur, donc ça simplifie les choses pour aussi pour que vous puissiez mettre en place ces aménagements dans le supérieur. Et là, juste au niveau de l'anticipation, moi à titre personnel, je préfère vraiment qu'un candidat vienne me rencontrer aux journées portes ouvertes, même par exemple en janvier et mars, même s'il n'a pas choisi, si finalement il ne choisit pas cette école, mais c'est comme ça me permet de budgétiser en amont des aménagements qui peuvent être conséquents. C'est-à-dire, voilà, je sais quelle enveloppe il faut que je prévoie pour l'année d'après, et comme les budgets se font en mai, voilà, ça nous permet d'anticiper, et même si l'étudiant ne vient pas, s'il ne vient pas dans l'école finalement, mais c'est pas grave. Mais au moins on aura budgétisé, on aura anticipé, on aura échangé avec le lycée en amont, et on aurait pu mettre en place, programmer les aménagements pour qu'ils soient mis en place dès le 1er septembre. Dernier point qui est aussi important, c'est que dans l'enseignement supérieur, vous êtes considéré la plupart du temps que vous êtes majeur. Et donc, la déclaration, la mise en place d'aménagement se fait sur une démarche personnelle et volontaire de l'étudiant. C'est-à-dire que si nous, on vous voit arriver dans l'établissement avec une canne blanche, etc., mais que vous venez pas demander des aménagements auprès de la mission handicap, on ne pourra pas les mettre en place, on ne pourra pas vous les proposer. J'ai pas le droit, moi, d'aller voir les étudiants directement, même si je les connais pas et qu'ils sont en situation de handicap, j'ai pas le droit d'aller les voir pour leur proposer des aménagements. C'est une démarche personnelle et volontaire de l'étudiant. Maîtriser ces outils pour pouvoir suivre les cours, ne pas hésiter à solliciter les missions handicap évidemment, parce que c'est le travail important d'une mission handicap de rendre accessibles les cours, surtout en université, et anticiper un petit peu d'autonomie, j'imagine. Hein. On en a un tout petit peu parlé pendant vos présentations, mais j'imagine que le fait, par exemple, d'être sur une université parisienne, pour vous, Salomé, est-ce que c'était quelque chose de bloquant, ou est-ce que c'était quelque chose qui a été abordé de façon très simple pour vous, où vous n'êtes pas forcément posé de questions? Moi, je passais d'un lycée dans lequel j'avais été pendant longtemps, parce que j'ai fait mon collège et mon lycée au même endroit, à une très grande université où il y a beaucoup de monde, et en plus qui était en travaux au moment où je suis arrivée, et qui l'est encore d'ailleurs. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'un petit peu avant la rentrée, j'ai contacté le relais handicap santé en leur disant que j'aimerais bien qu'on me fasse faire une sorte de visite de repérage. Et donc j'ai fait ça dans un premier temps, et ensuite quand j'ai eu mon emploi du temps, pareil, je suis allée avec ma sœur pour chercher, pour visiter, pour savoir exactement où étaient les amphis dans lesquels j'aurais cours. Et après, faut tout simplement pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit au relais handicap santé ou même aux autres étudiants, pour les petites choses pratiques comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Et je saisis cette perche tendue, puisque le dernier point important aussi à aborder, c'est la vie étudiante, puisque les études supérieures, ça n'est pas que de l'apprentissage universitaire, c'est aussi potentiellement la vie étudiante à l'étranger, puisqu'il y a effectivement aussi la possibilité de faire Erasmus ou d'autres programmes pour s'expatrier pendant plusieurs mois. Et alors, je ne sais pas si ça a été votre cas, Salomé. D'accord, très bien. Donc sur la vie étudiante, sur comment est-ce qu'on s'insère dans un groupe d'étudiants, tous les points qui peuvent où des questions peuvent se poser. Je ne sais pas si vous avez une expérience à partager ou des choses à nous dire sur ce sujet. Alors, la vie étudiante. Moi, en fait, le fait d'avoir été en inclusion avant l'université, ça m'a quand même bien préparée
au fait de ne pas avoir trop peur d'interagir avec les autres étudiants, puisque je devais déjà le faire au lycée. C'est pas simple au début, surtout quand on est un peu timide, comme moi. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter, et je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à leur parler du handicap ouvertement, parce que souvent, ce qui leur fait peur, c'est ce qu'ils ne connaissent pas. Et le fait de pouvoir en parler librement, ça casse un peu une barrière qui peut exister. Et voilà, enfin, je pense que c'est important d'essayer dans la mesure du possible d'en parler librement pour mettre les gens à l'aise. Et moi, j'ai fait de très belles rencontres à la fac. Voilà, en plus, travailler en groupe, c'est très enrichissant, que ce soit pour nous ou pour les personnes bienvoyantes autour. Et puis sinon, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher des associations étudiantes, parce qu'il y en a beaucoup, sur plein de choses très variées. À l'université, il y en avait qui faisaient du sport, il y avait des clubs lecture, il y avait plein d'associations étudiantes. Et il ne faut pas se dire non, j'ai pas le temps, il faut que je révise et tout ça. Je pense que c'est important aussi de prendre du temps pour sociabiliser. Et en plus, ça fait potentiellement des gens avec qui on peut réviser, parce que c'est toujours plus sympa de réviser ensemble. Voilà. Après, moi, je ne suis pas forcément l'étudiante qui est allée en soirée étudiante et tout ça, donc là-dessus, je ne peux pas dire grand-chose. Merci Salomé. Juliette, peut-être des éléments sur la vie étudiante, sur par exemple le soutien que peut apporter le secteur associatif dans ce genre de cadre, avec BLB étudiants par exemple, ce qui est proposé éventuellement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, BLB étudiant peut mettre les étudiants en lien entre universités. Après, évidemment, vous pouvez vous renseigner auprès de... Encore une fois, je renvoie toujours vers la mission handicap, se renseigner auprès de la mission handicap pour savoir quels sont les autres étudiants déficients visuels qui sont là depuis plus longtemps que vous. Et comme ça, par exemple, ça peut être eux aussi qui vous donnent des astuces au début de l'année, qui vous font un petit peu visiter l'établissement, etc. Ils peuvent venir compléter le travail fait éventuellement par les instructeurs de locomotion ou par toute personne qui vous aura fait visiter l'université en amont. Comme disait Salomé, voilà, il y a les associations, les activités sportives, activités culturelles. Enfin, l'université donne plein d'opportunités de faire des rencontres, de s'enrichir, de faire en sorte que la vie étudiante ne soit pas simplement les études. En fait, c'est aussi se faire des amis, se faire si on pense vraiment professionnel, se faire un réseau. Il y a plein de choses, d'occasions comme ça à saisir pour faire prendre toute l'entièreté de l'expérience étudiante, de ce qu'elle peut être. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre, Thierry. Mais merci Juliette. Et donc pour vous, Xavier, effectivement, je pense que l'expérience, alors à la fois chez Unilassal, mais dans au niveau vos casquettes. Alors, c'est vrai qu'à Unilassal, si je prends un exemple, c'est vrai que par exemple sur le campus de Beauvais, on a la chance d'avoir un campus à l'américaine avec 1500 chambres sur site. Donc c'est vrai que même pour les trajets, les étudiants peuvent se lever à 8h moins 10 pour être à 8h en cours, et en ayant pris le café au Crous au passage. Non, c'est pas un bon exemple, mais c'est une réalité. On interdit de prendre le petit déjeuner en cours quand même. Et c'est vrai que ça permet, ces sites-là permettent de vraiment développer les associations. On a plus de 100 associations étudiantes sur le campus de Beauvais. Et je crois qu'on est arrivé aux 150 ou 200 sur l'ensemble du groupe. Et voilà, des associations dans le sport, dans la culture, l'art, la solidarité, etc. etc. En 2019, la Conférence des grandes écoles a signé sa deuxième charte handicap, et on a mis un accent justement sur l'accessibilité de la vie sociale étudiante et demandé dans cette charte à ce que dans chaque école, les associations étudiantes aient un référent handicap qui soit formé par la mission handicap de l'école et qui travaille à l'accessibilité des temps de vie d'équipe, c'est-à-dire pour que les étudiants en situation de handicap soient membres actifs de ces associations. Donc voilà, quand on a un camarade qui est malvoyant, lui transmettre des documents en police agrandie ou des choses comme ça, ou plutôt des informations par numérique. Voilà, il y a
des choses comme ça. Et puis il y a aussi l'accessibilité des événements étudiants, parce que c'est important de faire la fête, c'est important d'aller à tel ou tel événement sportif, etc. Donc ils doivent travailler sur l'accessibilité de ces événements qui sont ouverts au grand public. Voilà, donc là par exemple, petit exemple, demain après-demain a lieu le gala de l'école sur le campus de Beauvais. Le gala sponsorise l'association Les Enfants de la Lune, donc c'est-à-dire c'est les enfants qui peuvent pas être confrontés à des certains degrés d'éclairage, etc. Vu qu'il y a quelques ados qui vont venir de cette association pendant le gala, ils sont en train de vérifier toutes les lumières pour que ce soit au bon degré de luminosité et avec des appareils. Et pour celles qui ne le sont pas, même les spots, parce qu'il y a 3000 personnes, c'est une énorme infrastructure, etc. Mais même les spots sont testés, et donc ceux qui auront les spots qui ne seront pas aux normes pour accueillir ces enfants vont avoir des filtres par-dessus. Donc voilà, c'est des choses qu'ils vont travailler. Et par rapport au sport, c'est important aussi, si vous faites du sport, continuez ce sport. C'est aussi important de s'épanouir à côté, d'avoir un bon équilibre de vie. Et c'est vrai que nous, on a eu l'exemple d'une étudiante qui est devenue championne de France handisport en ski pour les malvoyants. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'elle pouvait faire régulièrement, etc. On va aménager le cursus pour les sportifs de haut niveau pour que vous puissiez aussi autant réussir dans vos études que dans les activités que vous faites à côté. Il y a aussi, je crois, en université, le statut d'artiste de haut niveau qui se développe. Donc, pour ceux qui font des concerts régulièrement, etc. Donc, si vous êtes des grands musiciens, etc., n'hésitez pas aussi à le dire et on pourra adapter vos cursus. Merci beaucoup Xavier. Pour les 5 dernières minutes de notre table ronde, je voulais rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment sur l'expérience à l'étranger. Je crois que vous aviez quelque chose également à nous partager sur ce sujet, qui est de plus en plus à la fois répandu dans les études et facilité pour les étudiants en situation de handicap, notamment visuel. Oui, et donc on a travaillé justement avec la Fédération 100% Dynamique et Unir Transition depuis 6 ans sur les problématiques rencontrées par les étudiants en situation de handicap dans le cadre de mobilité internationale. On a donc c'est un plaidoyer qui a été porté même donc, au niveau des instances françaises et onusiennes. J'ai écrit un rapport avec une collègue remis au gouvernement en juillet 2021. Et donc il y a la nomination des premiers référents handicap dans les ambassades qui auront ce rôle de coordonner la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap. Et la nomination de ces premiers référents se fait officiellement dans 10 jours à Mexico, donc pour les 3 premières ambassades, donc les ambassades de France à Mexico, Berlin et Lisbonne. Et le but, c'est que ça se développe pour faciliter ces mobilités. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu qu'il pouvait y avoir des soutiens financiers qui peuvent exister, etc. Et en fait, c'est pas qu'un point de vue financier, il y a aussi l'anticipation des aménagements, les déplacements sur place, etc. Il y a des transports de médicaments, il y a des suivis médicaux sur place, etc. Donc il y a besoin de conseils davantage et pas uniquement des financements. Donc dans ce rapport, il est aussi en ligne, je vous conseille d'aller le lire aussi, parce que il y a 79 propositions qui sont faites pour l'amélioration de ces mobilités, mais il y a aussi, pour pouvoir faire des propositions, on a étudié ce qui existait. Et donc n'hésitez pas aussi, c'est un bon guide pour ceux qui veulent préparer une mobilité. Vous pouvez déjà utiliser ce qui est indiqué dans ce rapport, vous verrez ce qu'il existe, ce qui manque encore, mais ce qui existe, et donc sur lequel vous pouvez aussi vous appuyer. Mais voilà, ça avance aussi, et c'est un élément important dans les parcours d'enseignement et parfois aussi obligatoire pour l'obtention d'un titre, d'un diplôme, etc. Merci beaucoup Xavier. Un dernier point que vous voudriez proposer au public, Salomé, Juliette ou même ou Xavier. Je vous tends le micro, Salomé. Non, juste moi je dirais anticiper. Voilà, c'est important. Oui, on n'a pas trop parlé des professeurs, enfin des relations avec les professeurs et du suivi des cours. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'était déjà, si vous vous sentez plus à l'aise, envoyez-leur des mails en amont pour vous présenter et pour parler voilà, de vos outils de compensation, etc. Mais aussi, dès les premiers cours, n'hésitez pas à aller les voir. C'est-à-dire que eux, peut-être qu'ils ont été informés par l'émission handicap de votre présence, mais ils seront plus rassurés, et vous serez plus vous à l'aise pour leur demander des aménagements si vous allez leur parler en face à face.
Donc voilà, ils seront peut-être plus aussi disposés à mettre en place les aménagements nécessaires si vous voient en tant que personne physique. Voilà. Et comme ça, ils se souviendront de vous. Pour le moment où vous aurez besoin d'un stage ou une alternance, par exemple, ils pourront être à la personne qui pourra vous faire, par exemple, une lettre de recommandation. Donc voilà. Donc c'est important de tisser des liens aussi avec les professeurs dans ce contexte-là. Merci Juliette. Et pour la prise de notes, j'allais aussi rajouter pour la prise de notes, ce qui revient souvent aussi avec les étudiants quand on en parle, c'est le besoin qu'ils peuvent avoir de faire des enregistrements sonores pour pouvoir suivre les cours. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il est impératif de demander l'autorisation au professeur avant de le faire. De demander l'autorisation de les enregistrer. Et s'il y en a qui ne sont pas à l'aise pour être enregistrés ou pour vous passer les cours, les fichiers de cours, vous pouvez négocier avec eux et leur dire que vous pouvez signer une sorte d'accord. Donc voilà, donc il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Voilà. Merci Juliette. Un dernier mot, Xavier ? Au niveau timing, c'est chaud, mais voilà, oser, tout simplement, oser aller vers les chemins, vers les domaines qui vous intéressent. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois pour cette table ronde.